Salut tout le monde, ça va? Tant mieux. En tout cas, si je vous dis Arnold Schwarzenegger, Kathy Bates, Pierce Brosnan, Emilio Estevez ou encore Morgan Freeman, Tom Hanks, Tim Robbins, qu'ont en commun tous ces comédiens? Vous savez? Oui, eh bien, ils ont en commun d'avoir tourné des films qui ont été adaptés de romans ou de nouvelles de l'immense Stephen King, le maître du suspense, de l'étrange, de l'horreur, de l'effroyable, du fantastique peut-être. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un auteur immensément reconnu, mais surtout qui a donné beaucoup d'inspiration, qui a fourni beaucoup d'inspiration aux scénaristes afin d'adapter ses œuvres, soit au cinéma, ou soit sur le petit écran. Et si nous revenions sur quelques-unes de ces adaptations? En tout cas, je vous ai sélectionné une poignée de films qui me semblent être certainement les meilleures adaptations de Stephen King au cinéma. C'est parti. « 1976 sera la date du premier sang, First Blood. Petit clin d'œil à notre ami Rambo qui arrive prochainement. Et donc, ce premier sang versé sera l'œuvre de Brian De Palma, immense metteur en scène, faisant preuve d'un talent exceptionnel avec ce Carrie, le bal du diable, ou Sissy Spacek, avec ses pouvoirs télékinésiques, rappelez-vous, prend une revanche terrible sur ses camarades qui l'ont profondément humilié, rabaissé. Carrie fait preuve d'une narration magnifique et surtout d'un propos, celui de l'adolescence très difficile que vivent donc certains adolescents dans leur vie, dans leur construction pour devenir des adultes. Et la télékinésie dont fait preuve Carrie, en fait, n'est qu'une allégorie, une extension de ses sentiments, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle subit. Et évidemment, toute sa fureur va éclater au grand jour dans un final exceptionnel. Et rendons grâce également à l'écriture magnifique de Stephen King pour ce premier jet, puisque Brian De Palma réussira à filmer tout ça de main de maître, l'une des meilleures œuvres de l'immense metteur en scène plus tard, de Scarface ou encore des Incorruptibles. Carrie au bal du diable, magnifique. Si Spacek s'était transformé en furie destructrice dans Carrie de Brian De Palma, que dire de Jack Nicholson dans Shining de Stanley Kubrick? Rendez-vous compte, le metteur en scène de Barry Lyndon, Orange Mécanique, 2001, Eyes Wide Shut, Les Sentiers de la Gloire et j'en passe, eh bien, s'associe à Stephen King pour livrer l'un des films les plus mémorables du cinéma. Alors c'est vrai, dans le langage de Stanley Kubrick, rien n'est simple. Rien n'est facilement compréhensible comme ça au premier abord. Il faut revoir le film plusieurs fois pour en déceler tous les secrets. Mais si on doit aller au plus vite, notons des images magnifiques, un délire psychiatrique. Nous sommes dans la tête de Jack Nicholson, qui après Vol au-dessus d'un nid de coucou, nous montre comment il est l'un des comédiens les plus exceptionnels du cinéma, comment la folie, il peut la matérialiser de manière intense et faire vraiment, vraiment peur aux spectateurs. Shining, l'une des réussites majeures des adaptations de Stephen King. Les œuvres de Stephen King, en tout cas les plus marquantes,
ont notamment été réalisés par de très grands metteurs en scène. C'est au tour de l'immense David Cronenberg, oui, le metteur en scène de Scanners ou encore de Vidéodrome, de s'attaquer à une œuvre majeure de l'auteur du cinéma fantastique. Mais ce sera également une œuvre majeure dans le cinéma de David Cronenberg. Dead Zone, avec un Christopher Walken exceptionnel. C'est aussi l'histoire un peu comme Carrie ou Cimetière. C'est une violence psychologique. En effet, le personnage de Walken a le pouvoir de prédiction. Mais ce pouvoir n'est pas un simple gadget, comme beaucoup de films aiment faire. Non, ce pouvoir agit sur ce qu'il est en tant qu'homme et sur le destin un peu des autres. Alors oui, il y a un peu de suspense dans le film. Il y a une histoire d'enjeu mondial. Mais ce n'est pas ça qui intéresse David Cronenberg. Non, ce qui l'intéresse, ce qui nous intéresse et ce qui va vous intéresser si vous voyez Dead Zone, c'est ce que le personnage endure avec ce pouvoir, sur sa vie sociale, sur sa vie professionnelle, sur sa vie romantique. Bref, Dead Zone est un chef-d'œuvre absolu, l'une des meilleures adaptations cinématographiques de ce metteur en scène David Cronenberg, mais surtout de Stephen King, dont beaucoup d'adaptations sont particulièrement médiocres, et celle-ci est remarquable. Je vous l'ai dit, les grands metteurs en scène ont mis donc en scène des adaptations de Stephen King. 1983 est une année exceptionnelle car deux chefs-d'œuvre tirés de ces romans sont sortis sur les écrans. Je vous ai parlé de Dead Zone. Ce sera le cas également de Christine. De qui? De l'immense John Carpenter. John Carpenter, quand même, le metteur en scène de Halloween, de The Thing, de Prince of Darkness, Invasion Los Angeles et j'en passe. John Carpenter va filmer le mal absolu, un petit peu comme il avait filmé Michael Myers dans Halloween. Ce sera une voiture maléfique, mais également une voiture qui sera une sorte de catalyseur, d'extension des sentiments qu'éprouve son conducteur, un adolescent. Ça ne vous rappelle rien, mais oui, Carrie, pareil. C'est une allégorie, encore une fois, sur la crise de l'adolescence. Comment passer à l'âge adulte? Mais comment passer à l'âge adulte avec tous les fracas que ça provoque? Pas Carrie, non, Halloween. Et non, pas Halloween, ah là là, mais non, Christine, évidemment. Christine, eh bien, c'est cette voiture qui va se mettre à faire le mal, qui va tuer également. Et avec la mise en scène de John Carpenter, on a à la fois un film qui nous parle donc de psychologie, mais également de meurtres atroces. Et John Carpenter sait les mettre en scène, visuellement magnifique. Chaque plan des meurtres est un bijou total. Chaque plan sur la voiture est filmé avec un amour immodéré. Christine, qui pourrait être une œuvre de commande du metteur en scène, s'avère être l'un de ses plus beaux films. Christine, c'est le mal absolu. Pour ceux qui connaissent les adaptations de Stephen King, vous allez me dire, mais que vient faire Maximum Overdrive parmi les plus grandes adaptations de l'auteur? C'est vrai que beaucoup de ces romans ont été des ratages sur grand écran. Alors on pourrait parler de Dreamcatcher, on pourrait parler de Firestarter, de Peur Bleue, de Cat's Eyes, ou encore même de Winning Man avec Schwarzenegger. Oui, c'est pas bon ça. Mais Maximum Overdrive a cette particularité d'avoir été mis en scène directement, personnellement, par le maître en lui-même. En effet, Stephen King va réaliser son seul long métrage, une adaptation d'un de ses romans qui
qui se révélera bien plus une comédie qu'un véritable film d'horreur. Alors oui, il y a des séquences avec du sang, avec voilà, mais Stephen King n'est pas Steven Spielberg avec Duel, puisque le film parle de la révolte des engins mécaniques face aux humains, mais il n'est pas non plus John Carpenter avec justement cette mécanique qui deviendra le mal. Stephen King est très loin d'être un grand metteur en scène. Les scènes entre les personnages, notamment de romance, les interactions entre eux ne sont pas crédibles. Ça passe pas très bien. Bon, la mise en scène est plutôt mollassonne. Mais bon, Maximum Overdrive, je devais figurer dans cette rétrospective parce que tout simplement, c'est Stephen King lui-même qui l'avait mis en scène. Il a peut-être bien fait d'arrêter d'être metteur en scène. On ne saura jamais s'il aurait progressé dans ce métier. Mais plus tard, d'autres adaptations deviendront des œuvres cultes. A tout de suite. Ah, River Phoenix. Quel gâchis. Très très bon comédien qui est parti depuis, malheureusement, mais qui a eu le temps de nous donner de très grandes performances en tant que jeune acteur. My Own Private Idaho, ou encore Mosquito Coast, rappelez-vous, le chef-d'œuvre de Peter Weir. Il faisait le rôle du fils d'Harrison Ford. Il faisait également le rôle du jeune Indiana Jones, dans Indiana Jones et la dernière croisade. Eh bien, on le retrouve dans Stand By Me, de Rob Reiner. Rob Reiner qui plus tard réalisera un autre chef-d'œuvre adapté de Stephen King, Misery. En tout cas, pour Stand By Me, Stephen King prouve qu'il n'est pas seulement l'auteur de films d'horreur, de meurtres et encore de fantastique. Il prouve également qu'il a une très grande sensibilité et connaît très bien le monde de l'adolescence. En tout cas, le passage de l'adolescence à celui d'adulte. Thème récurrent dans les plus grandes adaptations de cet auteur. Stand By Me parle de cette adolescence confrontée aux affres du temps, à la vie tout simplement, à la mort également. Stand By Me, une pléiade de comédiens, de jeunes acteurs particulièrement performants pour un film tendre, un film puissant également émotionnellement, sans effets spéciaux, sans effet de manche à 2 balles. Non, Stand By Me est une œuvre plutôt intimiste, limite on pourrait dire un film d'auteur, tout simplement. Marie Lambert, vous ne connaissez pas ce nom? Eh bien, vous risquez pas non plus de la connaître au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? C'est quasiment la femme d'un seul film. La femme réalisatrice d'un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre qui a très bien marché, mais qui est un petit peu méconnu néanmoins parmi les adaptations de Stephen King. Pourquoi? Parce que le film est assez étrange. En effet, il va à l'encontre de ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire que c'est un film d'horreur, mais une espèce d'horreur psychologique. Car il part d'un postulat terrible, celui de la mort d'un enfant. Mais ensuite, c'est quasiment l'enfer qui va s'abattre sur nous. Un enfer psychologique et qui évacue toute notion on va dire, comme les blockbusters aiment bien faire, c'est-à-dire cette notion de spectaculaire. En effet, pas de suspense à tout va, pas de porte qui claque, pas de personnage qui apparaît en trouble ou au fond d'une pièce. Bref, tous les effets qu'utilise Hollywood pour nous faire peur, pour nous faire sursauter, sont quasiment absents de Cimetière, celui de 1989. Et Marie Lambert a la performance de pouvoir nous faire peur, de pouvoir déranger avec un film qui se passe plutôt là que dans... Bah, oui, vous voyez ce que je veux dire? Allez, Cimetière 1989, c'est génial. Ah, Jack Nicholson aurait pu incarner le personnage. Mais non, c'est une femme qui le fait. Et quelle femme, quelle actrice! Kathy Bates, l'immense Kathy Bates, qui va terrifier ce pauvre James Caan, mais nous terrifier également dans Misery. Deuxième adaptation pour Rob Reiner et deuxième chef-d'œuvre.
deux acteurs dans un huis clos magnifique, enfermés dans une maison. James Caan, qui pourtant est un acteur physique, va se retrouver paralysé sur un lit face au mal absolu. Et oui, Stephen King adapte encore une fois la folie meurtrière, la folie psychologique. Quel affrontement entre ces deux personnages, entre ces deux acteurs. Quel suspense. Comment va-t-il faire pour s'en sortir? Misery, à la lisière du fantastique, est une œuvre aussi intimiste, mais dotée d'un suspense implacable. Rob Reiner, dans cette incursion, est magistral, est à côté des plus grands metteurs en scène qui ont l'habitude de ce genre de cinéma. Il y reviendra quasiment jamais, mais pour une première fois, eh bien, c'est une main de maître. Le metteur en scène Brett Leonard est un habitué du cinéma, on va dire, effets spéciaux. En effet, rappelez-vous, avec Denzel Washington et Russell Crowe, il réalisera leur face-à-face dans Programmé pour tuer, un film qui parlait déjà de l'intelligence artificielle. Ce sera le cas avec Stephen King pour Le Cobaye. Le Cobaye qui réunit Pierce Brosnan, qui n'est pas encore James Bond, et Jeff Fahey, qui, que vous connaissez, il était face à Clint Eastwood, ami de Clint Eastwood dans Chasseur blanc cœur noir. Jeff Fahey, comme un petit peu toutes les grandes œuvres de Stephen King, passe d'un état à l'autre. En effet, il est un attardé mental et qui va passer au rang de demi-dieu quasiment dans le monde virtuel. Qu'est-ce qui fait la particularité du Cobaye? C'est surtout le premier film qui va véritablement rentrer dans cette nouvelle réalité. On était à l'orée de ce genre de cinéma et le Cobaye va nous y plonger de main de maître. Car c'est un film, certes, plutôt commercial, mais l'intercation entre les deux comédiens, entre les personnages est très bien faite. Sa progression mentale est très bien montrée. Les effets spéciaux sont plutôt convaincants. Et c'est véritablement une œuvre atypique de Stephen King, mais particulièrement calibrée pour le cinéma. Et ça passe comme une lettre à la poste. Le Cobaye, à voir. Ah, Frank Darabont. Vous ne connaissez pas? Mais si. Frank Darabont, un très très bon metteur en scène. Qui certes n'est pas aussi connu que John Carpenter, Brian De Palma ou Stanley Kubrick. Mais c'est quand même un metteur en scène brillantissime qui sait parfaitement filmer la psychologie des personnages. Il y tient beaucoup et ça se voit, notamment dans The Mist, une autre adaptation de Stephen King, on en parlera, où au-delà des effets spéciaux, c'est vraiment les personnages qui l'intéressent. Et donc ce sera surtout le cas pour The Shawshank Redemption, intitulé Les Évadés, avec deux acteurs extraordinaires, pour un film extraordinaire, sur un scénario extraordinaire. Et tout le long de ce film, la rencontre magnifique entre Tim Robbins, renfermé sur lui-même, mais très très malin, et l'extraordinaire, toujours brillant, Morgan Freeman, son acolyte, qui fait le sel de Shawshank Redemption. Et c'est surtout dans cette prison où ils vont être avec tous les autres prisonniers, tous ces autres personnages qui vont graviter autour d'un plan minutieusement mis en place par Tim Robbins, qui fera que ce film prouve que Stephen King, définitivement, n'est pas qu'un metteur en scène de meurtre, de fantastique, comme on veut bien le cataloguer, mais c'est également un metteur en scène qui sait parler de personnages forts et qui font le sel, comme je disais, de ses plus grands romans et donc de ses plus grandes adaptations cinématographiques. Les Évadés, un chef-d'œuvre, croyez-moi. Al Pacino contre Keanu Reeves. C'était un affrontement psychologique, plus que des effets spéciaux.
Eh bien, ce film avait été mis en scène par Taylor Hackford, et c'était l'associé du diable. Eh bien, ce metteur en scène, qui sait filmer les affrontements, va réunir Kathy Bates, qui sort de Misery, et Jennifer Jason Leigh. Les deux vont se retrouver dans une adaptation de Stephen King, qui se retrouve dans la même lignée que Stand By Me, par exemple. C'est-à-dire ces adaptations qui parlent plus de psychologie, de personnages, de leur fonctionnement dans la société, leur intégration, mais également leur évolution. Comment vont-ils faire pour s'en sortir de tout ce malheur qui s'abat sur eux? Chaque personnage est fascinant. Chaque personnage a une ligne directrice, une ligne narrative que l'on suit avec énormément de plaisir, mais surtout avec beaucoup d'émotion. Un affrontement magistral entre deux comédiennes exceptionnelles. L'un des meilleurs rôles de Jennifer Jason Leigh, Kathy Bates, on a l'habitude. Et au milieu de ces deux femmes, il y a également David Strathairn, un homme meurtri, pour un film au scénario particulièrement brillant, encore une fois, l'œuvre de Stephen King. Que dire de The Mist? The Mist est une invasion d'extraterrestres psychologique. Alors oui, il y a les invasions destructrices avec message, Starship Troopers, Paul Verhoeven. Il y a les invasions extraterrestres avec beaucoup d'effets spéciaux et d'action, Independence Day, Roland Emmerich. Et puis, il y a l'invasion extraterrestre vue par Stephen King. En effet, l'auteur, et donc le metteur en scène Frank Darabont, utilise la même méthode que George Romero et ses zombies, ou encore John Carpenter. C'est-à-dire réunir une pléiade d'acteurs et donc de personnalités différentes, de personnages différents, dans un lieu clos. Là, c'est dans un centre commercial, et autour d'eux, c'est le chaos, une invasion meurtrière. Mais le mal qui est dehors est également à l'intérieur. Mais oui, en chacun d'entre nous. Et c'est ça le message de The Mist. Mais il y a également donc l'héroïsme. Mais pas un héroïsme spectaculaire à tout va. Non. Un homme, Thomas Jane, qui doit s'en sortir, qui veut revoir sa famille, évidemment. Mais comment faire quand autour de soi et à l'intérieur de soi, eh bien, il y a cette dualité entre le bien et le mal. Que faire? Comment s'en sortir dans ces cas-là? The Mist est un chef-d'œuvre remarquablement mis en scène donc par Frank Darabont, qui après Les Évadés, mais également après La Ligne Verte, eh bien, retrouve Stephen King pour la 3e fois et s'en sort certes beaucoup mieux quand même que Les Évadés, qui était un brin boursouflé, un brin trop mélodramatique. Là, il va à l'essentiel, au cœur même de ce qu'est l'être humain, avec une invasion d'extraterrestres particulièrement brillante, car montrée sans effet de manche, et surtout avec une fin nihiliste, plein d'espoir peut-être, mais particulièrement éprouvante, notamment pour le héros, et pour nous-mêmes d'ailleurs. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Ce que j'espère surtout, c'est que vous avez vu tous ces films. Sachez en tout cas qu'il y a plein d'autres adaptations de Stephen King au cinéma, évidemment. Que ce soit au cinéma ou à la télévision, il continue d'enrichir l'univers cinématographique pour notre plus grand plaisir, ou pas, bien sûr. Allez, à la prochaine.